Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo faisant suite à la vidéo tuto Cold and Dark. Donc on est toujours à Stansted, porte 63 left, et on s'apprête à initier le taxi vers le point d'arrêt de la piste 2. Alors pour vous rappeler le taxi, on va simplement tout droit, puis un virage à gauche sur Juliet, un virage à droite à Charlie, et on va prendre le point d'arrêt Sirawan, piste 22. Alors juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire deux petites choses. La première, c'est de vous remercier pour les retours absolument fantastiques que vous m'avez fournis sur la première vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir autant d'avis positifs, autant de gens s'abonner à la chaîne. Je suis carrément passé de 22 à 67 abonnés à l'heure où je vous parle. Euh, Voir que vous participez, que vous, que vous me donnez des suggestions pour en vue de futures vidéos, etc. Ça me fait énormément plaisir et ça me motive pour continuer. C'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo-là sort aujourd'hui. Et parlant de celle-ci, on en vient donc à la deuxième chose que je veux faire, c'est simplement de vous la présenter. Elle va être consacrée uniquement à la partie décollage. Alors évidemment, on va faire le taxi, faire les checks associés, la before take-off checklist, etc. Où je vais vous expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Et une fois arrivé au point d'arrêt, donc, je vais faire pause et je vais vous parler du décollage, donc en deux parties. Alors juste avant de vous parler du décollage, je vais faire un point sur la page Enin Limite, comme promis dans la première vidéo. Et une fois que c'est fait, je vais vous parler donc de la première partie qui va concerner plutôt la partie système, donc les informations que vous allez voir sur le PFD, comment va se comporter l'automanette, pourquoi, etc. Et la deuxième partie, ça va être plutôt, entre guillemets, une partie technique de pilotage, si je peux appeler ça comme ça, mais ça va plutôt concerner le côté procédural du décollage, donc sur quel bouton on appuie, quel check on fait, quels sont les calls, hein, donc call, c'est-à-dire ce qu'on annonce à haute voix dans le cockpit, comme par exemple 80 knots, V1, rotate, tout ça, c'est des calls. Voilà tout. Euh, Donc, je vais vous faire ensuite, suite à ces explications, deux démonstrations. La première, ça va être un décollage dit NADP 1 et le deuxième, ça sera un décollage NADP 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire NADP? Ça veut dire Noise Abatement Departure Procedure. Donc, si je le traduis littéralement, ça serait procédure de départ anti-bruit. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a deux? Ça va dépendre des zones sensibles au bruit qui sont situées soit à proximité de l'aéroport, soit un peu plus éloignées. Dans le cas où ces zones-là sont situées à proximité, on va faire ce qu'on appelle un décollage NADP 1, c'est-à-dire que on va monter et accélérer à 1000 pieds, pardon, à 3000 pieds. Et pour ce qui est d'un départ NADP 2, on va préférer l'utiliser lorsque ces zones sensibles au bruit sont situées plutôt éloignées de l'aéroport, et donc on accélère directement à 1000 pieds. Alors évidemment, c'est pas à nous de choisir personnellement celui qu'on veut faire, hein, bien que sur Ivao, vous êtes libre de faire un peu ce que vous voulez à ce niveau-là. Mais il faut savoir qu'en vrai, c'est l'aéroport qui impose ou pas d'ailleurs une procédure anti-bruit. Donc s'il y a des zones sensibles au bruit qui sont à proximité, l'aéroport, dans la majorité des cas, je dirais même, je vais éviter de dire à 100%, mais en tout cas, dans la majorité des cas, va imposer une procédure NADP 1, donc accélération à 3000 pieds. Si ces zones sensibles sont éloignées, ce sera NADP 2. Mais par contre, si l'aéroport ne spécifie rien, là, c'est le choix, c'est au choix du pilote, hein. Mais, dans ce cas-là, personnellement, je privilégierais pardon, une procédure de départ NADP 2, étant donné que l'accélération se fait plus vite. Voilà tout. Alors, si tu es prêt, eh ben, on est parti. Je vais relâcher pause. Je vais mettre mes feux, taxi et turn off, relâcher le parking brake, je vérifie que je suis clear à droite, le commandant vérifierait qu'il est clear à gauche. On est parti. J'initie le taxi avec un quatrième config check, donc j'avance mes mètres de gaz jusqu'à 70% et je les ramène à 0. Ça permet de commencer le roulage, ça permet aussi de vérifier qu'on n'a pas cette alarme take-off confirm warning euh, dont j'ai parlé dans la première vidéo. Alors pour le taxi, pour avoir une vitesse raisonnable, on va dire avec un poids standard, je recommande entre 23 et 24 N1. À savoir qu'au niveau des vitesses limitantes, ce serait 15 nœuds sur l'aire de stationnement, 30 nœuds en ligne droite, 10 nœuds dans les virages. Et après, bien sûr, les aéroports peuvent imposer des restrictions, on va dire, personnalisées.
Alors, on a dit un virage à gauche sur Juliette. Voilà, et donc comme on est prêt, on va pouvoir faire notre Before Taxi Checklist. Donc, Before Taxi Checklist. Config is checked, c'est ce qu'on vient de faire. Flaps 5 green light. Stab trim 5.45 unit set. Take-off briefing. Alors dans le take-off briefing, on va simplement rappeler ce qu'on a fait à travers de checklist ou ce qu'on a dit pendant le briefing initial. Donc on va rappeler ce qu'on a sur le panneau d'air conditionné. On va rappeler nos vitesses, rebriefer le début de l'acide et parler de stop altitude, c'est-à-dire l'altitude à laquelle on est clé. Donc ça donnerait take-off briefing, Pax Auto, bleeds on, speeds, 132, 138, 142, set. SID is buzzed 7 Romeo, we climb straight ahead on heading 224. At 3.1 DME from the RS, we make a right turn, intercept radio 171 inbound to Barclay. Stop altitude is 4,000 feet, which is set twice. Donc pour la stop altitude, on vérifie qu'elle est bien dans le OMCP et rentrée dans le FMC. Reviewed, et ensuite cabin secure. En général, le personnel de cabine nous donnerait un premier ding avant le pushback qui se fait retentir dans le cockpit pour nous dire que la cabine est sécurisée, tous les passagers sont assis, les portes fermées, donc on est prêt au poussage. Donc là, à ce moment-là, comme rappel, on se placerait le no smoking sign sur auto et on recevrait un deuxième ding avant le décollage, où là on placerait le no smoking sur on, toujours comme rappel. Donc là, c'est pour nous dire que les démonstrations de sécurité sont effectuées et donc la cabine est prête pour le décollage. Voilà, donc on a Before Takeoff Checklist Done to Complete. J'arrive à Sierra One. Voilà, je m'arrête. Je mets le frein de parc et pause, comme dit précédemment. Je vous fais une pause là. Donc voilà, pour terminer l'explication sur le no smoking, sur le NGX, il fait du bruit. Alors en vrai, le nôtre, il n'en fait pas. Donc voilà, une fois sur auto, une fois sur on, et on est bien. Ah oui, tu as aussi remarqué que les conditions ont changé, c'est parce que la vidéo a été faite à plus ou moins une semaine d'intervalle, donc forcément, j'ai pas laissé la session tourner, donc la session précédente, donc voilà, j'ai refait les perfos avec les nouvelles conditions. C'est pour ça que tu vois que les vitesses ont changé, tu vas voir que les paramètres que j'ai rentrés dans la page et limite ont changé légèrement. Voilà, c'est normal. Alors, je voulais commencer par vous parler de la page et limite, donc je la prends sous les yeux. Donc comme promis dans la première vidéo, je vous fais un petit point là-dessus. Alors, il faut savoir que dans la majorité des cas, on n'a pas besoin de toute la poussée capable d'être délivrée par les moteurs pour pouvoir décoller en toute sécurité. Donc la poussée dont on a besoin, elle va dépendre de plusieurs facteurs, hein, comme la température, la pression atmosphérique, le vent, le poids de l'avion, la longueur de piste, sa condition, les obstacles, etc. Donc comme on n'a pas besoin de toute cette poussée, on va la réduire via la page, cette fameuse page et limite. Donc on trouve pas mal d'avantages à la réduction de poussée, comme par exemple la réduction des coûts de maintenance, étant donné qu'on augmente la durée de vie des moteurs puisqu'ils tournent à des températures moins élevées. Et étant donné que le N1 est réduit au décollage, on fait aussi moins de bruit. Alors, il existe deux méthodes pour réduire la poussée. Il y a la température assumée, donc c'est ce qu'on a dans le champ cell ici, et le fixed D-rate, donc 24K, 22K et 27K, qui n'est pas vraiment un... Si, ça va être un D-rate, mais voilà, 27K, il y a une augmentation de poussée, évidemment. 24 et 22, c'est plutôt une réduction. Alors, il faut savoir que les CFM56, qui sont les deux moteurs dont est équipé le 737, sont flat ratés à 26K jusqu'à ISA plus 15. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Ça veut dire qu'ils sont capables de délivrer 26 000 livres de poussée jusqu'à 15 degrés au-dessus de la température en atmosphère standard. Donc, par exemple, au niveau de la mer, en atmosphère standard, on a 15 degrés. Donc, nos moteurs sont capables de livrer les 26 000 livres de poussée jusqu'à 30 degrés au niveau de la mer. Alors maintenant, au-dessus de cette température, donc au-dessus des ISA plus 15, les moteurs vont commencer naturellement à délivrer moins de poussée, ce qui est dû à la densité de l'air qui diminue. Donc pour ce qui est de la température assumée, on va simplement faire croire à l'ordinateur que la température extérieure est supérieure à la température réelle pour en faire résulter un N1 inférieur. Donc par exemple ici, j'ai
la température extérieure c'est 8 degrés, j'ai entré 42 degrés, ça va résulter en un N1 qui va être inférieur. Voilà tout. Dans le cas du fixed rate, c'est un peu plus simple à comprendre que la température assumée, parce qu'ici, c'est très simple, on limite simplement la poussée maximale que les moteurs peuvent fournir, non plus à 26 K, mais à 24 ou à 22. Hein. Donc au lieu d'avoir 26 000 livres de poussée, on n'en a que 24 ou 22. Pour ce qui est du bump, c'est une augmentation de poussée qui est temporaire. Donc au lieu d'avoir les 26 K max, on a 27 K. Voilà, c'est utilisé extrêmement rarement et c'est aussi une option qui est présente sur le 37. Donc ça veut dire que euh, certaines compagnies vont prendre l'option et d'autres non. Voilà, donc ce serait à utiliser en cas de piste extrêmement courte ou s'il y a des obstacles dans la trou et dans vol, etc. Alors, il faut savoir qu'en utilisant uniquement la température assumée, on est limité à une réduction de poussée de 25% par rapport au 26K ou au 24K ou au 22K. Donc certaines compagnies n'autorisent pas le fixed rate et d'ailleurs on ne trouve même pas l'option dans leur CDU. Ce qui veut dire que leurs décollages sont toujours effectués au 26K, mais on rajoute par-dessus une température assumée pour réduire la poussée. Mais ça veut dire que leur réduction maximum de poussée, c'est 25% des 26K. Par contre, si on combine les deux, on peut déjà réduire les 26K jusqu'à 22K et ensuite réduire encore plus les 22K jusqu'à 25% en utilisant une température assumée. Donc ça permet d'obtenir des N1 encore inférieurs. Et le fixed rate, ça permet aussi d'autres avantages, comme par exemple d'augmenter la masse maximum au décollage limité performance, hein, non pas structurel, sur piste courte et ou contaminée de manière générale, en réduisant les vitesses minimum de contrôle. Mais c'est aussi pour les mêmes raisons qu'il est très déconseillé d'augmenter la poussée sur le moteur vivant en cas de panne moteur au décollage, quand on utilise uniquement le fixed rate, car ça créerait un risque de perte de contrôle de l'avion, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on utilise uniquement la température assumée. Mais là, on rentre quand même beaucoup dans le détail. Euh, c'est pas forcément quelque chose que vous avez besoin vraiment pour la simulation, mais je pourrais en parler plus en détail dans une future vidéo. Si ça intéresse des gens, bien sûr. Alors pour ce qui est de la colonne de droite, par contre, donc on trouve CLB, CLB1 et CLB2. CLB, c'est la poussée de montée. Donc on a à gauche la poussée de décollage et à droite la poussée de montée. CLB, c'est simplement la poussée de montée telle qu'elle. Et ensuite, CLB1, c'est une réduction de la poussée de montée de 3% N1 et CLB2, une réduction de la poussée de montée de 6% N1. Alors en général, c'est le FMC qui sélectionne automatiquement CLB1 ou CLB2 ou CLB ou garder CLB en fonction de la réduction qu'on a fait sur la poussée de décollage, de manière à garder un N1 de décollage supérieur au N1 de montée, puisque généralement on passe, enfin c'est même pas généralement, euh, c'est toujours, on passe à une poussée de montée à l'altitude de réduction. Donc on doit réduire la poussée normalement à l'altitude de réduction. Donc passer de la poussée de décollage à la poussée de montée. Sauf que si on réduit énormément la poussée ici, on va se retrouver avec une poussée de montée supérieure. Et pour éviter ça, le FMC resélectionne donc une poussée de montée inférieure, soit CLB1, soit CLB2. Donc là, comme j'ai énormément réduit la poussée initiale, je suis passé de 22K et j'ai ensuite réduit avec une température de 42 par rapport à 8 degrés. Donc plus la température assumée va être élevée, plus on va réduire la poussée, évidemment. On voit que j'ai une réduction de poussée qui est quand même euh, conséquente. Et donc, le FMC va resélectionner CLB2 qui est la poussée de montée la plus petite sélectionnable. Alors, il faut savoir que l'utilisation de CLB1 et CLB2, ça réduit les coûts de maintenance, puisqu'encore une fois, on fait tourner les moteurs moins vite, donc à des températures moins élevées. Mais par contre, le désavantage de ça, c'est qu'on augmente la consommation de ce qu'on appelle trip fuel. Le trip fuel, c'est le carburant simplement qui permet d'effectuer un décollage, une montée, une croisière, une descente, une approche de l'aéroport d'origine à l'aéroport de destination. Alors pourquoi? Simplement parce que si on a une poussée de montée qui est inférieure, ça va résulter en un taux de montée qui va être inférieur aussi. Qu'est-ce que c'est un taux de montée? C'est simplement une quantité d'altitude gagnée par rapport à une unité de temps. En général, cette unité, c'est le pied minute.
Donc si on a moins de pieds-minutes en montée, ça veut dire qu'on va passer plus de temps à monter et donc moins de temps à l'altitude optimum, là où les moteurs consomment le moins. Et donc ce qui en résulte, c'est une augmentation euh, de trip. Voilà tout. Alors oui, petite précision, c'est pour cette raison-là euh, que, en général, quand on est clairé au-dessus du niveau 150, on vient manuellement dans la page d'un limite qui va qui va afficher quelque chose d'autre une fois en vol. On va manuellement supprimer CLB1 ou CLB2 pour avoir CLB et donc augmenter la poussée de montée pour pouvoir monter plus fort et donc euh, économiser du carburant. Alors pourquoi c'est le niveau 150? Tout simplement parce que passé le niveau 150, le FMC automatiquement resélectionne CLB, donc va passer de CLB2 dans notre cas à CLB au niveau 150. Donc pour gagner un peu de temps par rapport à ça, dès qu'on est clairé au-dessus du 150, euh, on vient le faire manuellement. Voilà tout pour la page N1 Limit. Alors j'espère que je t'ai pas trop pris la tête avec ça, parce que maintenant on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir le décollage. Alors, comme dit précédemment, je vais diviser l'explication du décollage en deux parties. La partie système d'abord, où je vais parler, comme je t'ai dit, des différentes indications, l'automanette, etc. Et la partie, entre guillemets, technique de pilotage, où je t'explique les boutons sur lesquels il faut appuyer, quand, pourquoi, etc. Alors d'abord la partie système, que je vais commencer en vous parlant du FMA. Alors, qu'est-ce que c'est le FMA? Le FMA, c'est la partie supérieure donc, du PFD. Là, on voit les trois rectangles gris. Alors, le FMA, c'est va simplement vous afficher ce que vous sélectionnez, ce que vous engagez ou armez en utilisant le MCP. Et ça, c'est très important de le savoir parce que tu peux voir énormément de gens se faire avoir euh, avec simplement le MCP. Si tu pars du principe que ce que tu as engagé comme mode de pilote auto, tu le vois, tu le vérifies au MCP en vérifiant que tu es une lumière verte, tu te gourres complètement. Et je vais te donner un exemple très concret, c'est que quand tu arrives sur un ILS, avant d'intercepter le lock, le glide, tu vas appuyer en général soit sur Vorlock, soit sur approche. Quand tu le fais, Vorlock et approche, donc, ou approche, vont s'allumer en vert. Est-ce que ça veut dire que ces modes-là sont engagés ou est-ce que ça veut dire que ces modes-là sont armés? Si tu es sur le, si t'es pas sur l'ILS, le bouton s'allume en vert, ça veut dire, tu vas voir sur le FMA que ce mode-là va être armé, puisqu'il va apparaître en blanc ici, tu vas avoir Vorlock et GS, et le mode engagé sera au-dessus en vert. Pourtant, le bouton est vert. Donc tu vois que ça ne veut rien dire. Il ne faut jamais se baser sur les boutons du MCP, le fait qu'il s'allume en vert ou pas, pour voir si un mode est engagé ou armé. Un autre exemple avec le mode approche, c'est qu'une fois que tu as chopé le lock et le glide, ce bouton-là s'éteint. Pourtant, le mode reste toujours engagé. Alors pourquoi il s'éteint? Tout simplement parce que tu ne peux pas sortir de ce mode-là simplement en réappuyant sur le bouton. Il faudrait par exemple soit appuyer sur Toga, soit switcher les FD sur off, ou alors changer les naves radio pour pouvoir sortir du mode. Enfin bon, ça j'expliquerai plus en détail pour la partie approche. Donc voilà, donc tu confirmes toujours les modes engagés ou armés via le MCP sur le FMA. Donc à gauche, rectangle gris de gauche, tu vas toujours voir les modes d'automanette. Donc ça, par exemple N1, Threshold, ARM, etc. Sur le mode, donc sur le rectangle gris du milieu, ce sera les modes latéraux, donc Heading Select, LNAV, Warlock. Et à droite, ce sera les modes verticaux. Donc tu peux avoir Toga, tu peux avoir VS, tu peux avoir VNAV Speed, VNAV Path, etc. Voilà pour le FMA. Donc ensuite, je vais vous parler de LNAV, parce qu'en rentrant sur la piste, on va armer LNAV au sol. Et pourquoi je veux vous en parler? Parce que j'ai pu voir donc quasiment depuis que le NGX est sorti, j'ai pu voir sur pas mal de forums, groupes Facebook, etc. Des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à armer LNAV au sol dans certains cas et dans d'autres, oui. Alors, il faut savoir que pour LNAV, il y a trois conditions d'engagement au sol, pardon, d'armement au sol. La première, c'est qu'il faut que la piste d'origine soit entrée dans l'FMC. La deuxième, c'est que la route rentrée dans l'FMC, s'il y a une route, soit active. Et la troisième, c'est là où les gens, donc soit
oublient ou ne savent pas, c'est que il faut que la différence de route entre le cap de la piste, donc le QFU, et le premier segment soit inférieure à 5 degrés. Ça veut dire que mon cap de piste est 224. Si je devais tourner de plus de 5 degrés pour rejoindre mon point delta 224 delta, donc si je devais tourner à plus de 5 degrés, donc soit à droite, soit à gauche, je ne pourrais pas armer LNAV. Donc il faut vraiment que ce point-là soit sous les 5 degrés, sinon ça ne marchera pas. Voilà pourquoi de temps en temps, LNAV ne fonctionne pas. Il faudra le faire en vol, au minimum à 400 pieds. Voilà tout. Alors, je prends mes notes. Ceci étant dit, je parlais donc du décollage. Donc on entre sur la piste, hein. On fait notre flow, on termine la before takeoff checklist, etc. J'en parlerai dans la partie entre guillemets technique de pilotage. Donc si on autorise au décollage directement, sans avoir à s'aligner et à attendre, on va le plus possible essayer de faire ce qu'on appelle un rolling take-off. Donc ça veut dire qu'on ne s'arrête pas de rouler, hein, on ne s'arrête pas sur la piste avant de décoller. On continue le roulage et on décolle immédiatement. Alors ça va permettre plusieurs avantages, comme par exemple de minimiser le temps d'occupation de la piste, évidemment, et aussi minimiser les risques liés au FOD. FOD, ça veut dire Foreign Object Damage. Et ça permet aussi, entre autres, de réduire les risques dus au pompage compresseur. Il faut savoir que la différence de distance de décollage entre un rolling take-off et un décollage statique, elle est négligeable. Donc on a tout à y gagner. On va donc ensuite avancer les manettes de gaz jusqu'à 40%. Donc c'est pas 39 ni 38, mais c'est vraiment bien 40% minimum. Simplement pour laisser les moteurs se stabiliser. Ça permet, encore une fois, entre autres, de garantir au maximum d'avoir une poussée uniforme sur les deux moteurs et donc de réduire les risques liés à la perte de contrôle directionnel. Donc c'est surtout celle-ci qui nous intéresse. Il y a d'autres raisons, mais celle-ci est très importante parce que si on avançait les manettes de gaz en position de décollage directement et qu'il y a un moteur qui décide d'accélérer plus vite que l'autre, ça créerait une poussée asymétrique et tu retrouves, dans certains cas, Bibi dans le gazon. Et c'est d'autant plus vrai en cas de vent de travers et ou de piste glissante. Alors ensuite, quand les moteurs sont bien stables, on va appuyer sur Toga. Toga, ça veut dire Take Off Go Around. Donc, c'est deux boutons que tu trouves sur les manettes de gaz. Donc, tu as un bouton sur le levier droit et l'autre bouton sur le levier gauche. Hein, donc, c'est ces petits boutons noirs là. Alors, tu n'as pas besoin d'appuyer sur les deux boutons hein, pour pouvoir décoller un seul, ça suffit. Ça dépend si tu préfères utiliser l'index ou le majeur. Alors, à noter ici que si tu veux que Toga fonctionne correctement, il faut que tes deux directeurs de vol soient sur on. C'est très important. Donc, tu vas ensuite pouvoir noter que tes manettes de gaz vont avancer pour afficher le N1 de décollage, donc 85.7. Et tu vas aussi noter sur ton FMA trois modes qui vont s'afficher simultanément. Tu vas avoir N1, Heading Select, Toga. Alors N1, tout simplement parce que ton automanette, je rappelle que le rectangle gris, c'est bien les modes d'automanette, ton automanette va simplement avancer pour afficher le N1 qui correspond au N1 de décollage en fonction des données que tu as rentrées dans ta page et de la limite. Heading Select pour les modes latéraux, simplement parce que Toga va te faire garder le cap que tu as rentré au MCP. Alors ça, il faut savoir que c'est une option. Si tu vas dans de tête PMDG Setup, Aircraft Equipment, c'est sur la première page. Soit tu peux choisir Heading Select ou Wings Level, donc les ailes à plat. Alors voilà, moi dans mon cas c'est Heading Select, mais si tu sélectionnes Wings Level, tu auras ce carré-là qui va rester vide. Et ensuite à droite en mode vertical, c'est Toga, puisque ben là dans ce cas-là c'est la partie take-off hein, de Toga qui nous intéresse. Tu vas voir que le directeur de vol va t'afficher une assiette initiale à piquer de moins 10 degrés. Alors, ce sera la barre horizontale jusqu'à 60 nœuds. Et au-dessus de 60 nœuds, cette barre-là va monter jusqu'à plus 15 degrés. Alors, évidemment, on ne suit pas cette commande-là. On effectuera notre rotation à la vitesse de rotation qui est en fait la vitesse qui va nous permettre d'atteindre V2, 35 pieds au-dessus de la piste en cas de panne moteur. Ensuite, à 84 nœuds très précisément, on va voir sur le FMA en mode d'automanette Thrust Hold, ici.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce mode, c'est en fait une protection qui nous dit que l'alimentation de l'automanette est coupée et que les leviers sont maintenus à leur position. Ça permet d'éviter qu'un bug ou une panne dans le système d'automanette, qui pourrait par exemple faire avancer le levier de droit vers buter avant et faire reculer le levier de gauche vers buter arrière, crée une poussée asymétrique et nous fasse perdre le contrôle de l'avion. Donc en threshold, tout comme en arme, pardon, le pilote peut manuellement bouger les manettes de gaz sans que celles-ci reviennent à leur position d'origine. Alors on arrive ensuite à V1, qui est la vitesse la plus faible à laquelle on peut rejeter le décollage en cas de panne moteur et la vitesse la plus élevée à laquelle on peut continuer le décollage en cas de panne moteur. Après V1, on trouve VR, on tire sur le manche et initialement, le directeur de vol va nous indiquer 15 degrés, jusqu'à un taux de montée suffisant soit atteint. Et ensuite, il va nous demander de maintenir une vitesse de V2 plus 20. Alors, V2, c'est la vitesse ascensionnelle minimum à atteindre 35 pieds au-dessus de la piste, qui assure un gradient de montée minimum et la contrôlabilité de l'avion en cas de panne moteur. Alors, ce qui est bon à savoir ici, c'est que en fonction, pardon, selon si on a une panne moteur ou pas, donc on va dire en cas de panne moteur, le directeur de vol va nous indiquer, va nous demander de maintenir une vitesse différente. Si la panne moteur elle survient en dessous de V2, le directeur de vol va nous demander de maintenir V2. Si cette panne moteur elle arrive entre V2 et V2 plus 20, le directeur de vol va nous demander de maintenir la vitesse à laquelle la panne moteur est survenue. Et si elle survient au-dessus de V2 plus 20, le directeur de vol va nous demander de maintenir V2 plus 20. Alors ici, comme la poussée est fixe, hein, donc on a bien les 85.7, cette poussée ne change pas, donc on va contrôler la vitesse avec l'assiette. Donc si on doit accélérer, on descend le nez, et si on doit ralentir, on relève le nez. Voilà tout. À 50 pieds, ensuite, on va avoir LNAV qui s'affiche donc dans le mode latéral. Alors un autre truc qui est bon à savoir, c'est que en LNAV, en dessous de 200 pieds, les virages, l'inclinaison maximale en virage sera de 8 degrés, si on suit les commandes de LNAV en manuel. Et au-dessus de 200 pieds, ce sera une inclinaison maximale de 30 degrés. À 800 pieds, on va voir dans les modes d'automanette que threshold va changer en arm. Et ça veut simplement dire qu'à 800 pieds, on peut commander manuellement la réduction de poussée vers la poussée de montée en appuyant sur le bouton N1. Et comme mon altitude de réduction est déjà rentrée en page takeoff F2, hein, qui est de 1500 pieds AGL, comme ici, c'est écrit ici, je vais simplement laisser la réduction automatique se faire aux 1500 pieds AGL. AGL voulant dire above ground level, donc 1500 pieds sol. Donc parlant de ça, à 1500 pieds, on va voir s'afficher en mode d'automanette N1, puisque maintenant l'automanette va commander le N1 de montée. Et on va voir sur ce qu'on appelle le Thrust Mode Display, c'est la partie supérieure du DU supérieur. On va voir s'afficher, dans mon cas, CLB2, mais dans d'autres cas, ça peut être CLB ou CLB1, en fonction de ce que vous avez rentré comme réduction de poussée. Ensuite, à 3000 pieds, on va débuter l'accélération, on va rentrer les volets, et une fois que tous les volets sont rentrés, la lumière Leading Edge Transit éteinte, donc c'est cette lumière-là, hein, on va engager VNAV. Alors une petite précision, clarification au niveau de VNAV au décollage. Pour ce qui est des FMC qui possèdent la version 10.8 ou supérieure, il est possible d'armer VNAV au sol. Il faudra par contre changer la valeur de l'altitude d'accélération dans la page Takeoff F2 à 3000 ou 1000 pieds, hein, en fonction si c'est un départ NADP1 ou NADP2. Et l'accélération va se faire automatiquement. Par contre, pour ce qui est des FMC qui possèdent la version 10.7 ou inférieure, VNAV est engagé quand tous les volets sont rentrés et au-dessus de 3000 pieds AGL. Alors sur le NGX, c'est bien la version 10.8 ou supérieure qui est modélisée, donc vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Je préfère personnellement faire l'accélération manuellement en tournant le sélecteur vitesse à 3000 ou 1000 pieds. Mais ça, je vous donnerai plus de détails dans la partie technique de pilotage, que je vais commencer tout de suite d'ailleurs. Donc, on va se repositionner mentalement. On n'est plus à 3000 pieds, volet tout rentré. On est de retour au point d'arrêt, hein, donc bien ici. On est autorisé à décoller directement.
Donc avant de passer le point d'arrêt, on va confirmer avec l'autre pilote qu'on a bien reçu l'autorisation de décollage, puis on vérifie qu'il n'y a personne en approche, hein. Personne en approche. Donc comme c'est de mon côté, c'est moi qui vais confirmer qu'il n'y a personne en approche, et le commandant va confirmer qu'il n'y a personne sur la piste. S'il y a quelqu'un, on l'annonce à haute voix évidemment. Donc ensuite, on s'avance, on commence notre flow. Donc on va faire un PA qui va être, dans mon cas, cabin crew, please seats for departure. Ensuite, on va mettre le transpondeur sur TAR1, les automanettes sur ARM, LNAV, donc à bien se rappeler les trois conditions. On va mettre les feux de nav sur strobe and steady. Et pour ce qui est des feux d'atterrissage, étant donné qu'on est autorisé directement au décollage, on va les mettre sur on. Mais tout comme le no smoking et la cabine, les feux d'atterrissage, on s'en sert pour se rappeler qu'on a bien reçu l'autorisation de décollage. Donc si on était autorisé à s'aligner et à attendre, on ferait exactement le même flow, mais par contre on laisserait les feux d'atterrissage sur off jusqu'à temps qu'on reçoive la clearance, donc l'autorisation de décollage. Donc on termine ensuite la Before Takeoff Checklist. Donc on va avoir MCP set, transponder TARA, strobe lights on, landing lights dans notre cas on. Before Takeoff Checklist complete. On aligne l'avion sur la piste. On vérifie que la valeur indiquée sur la fenêtre de cap au MCP correspond à la valeur que l'on a sur le ND. Donc c'est à quelques degrés près, hein, ça dépend de la précision avec laquelle tu alignes l'avion. Et ça permet en fait de vérifier tout simplement que l'avion est bien sur la bonne piste, hein, qu'on décolle bien sur la bonne piste. Alors bien sûr, on va annoncer ça à haute voix. Donc par exemple, si j'aligne l'avion parfaitement sur le QFU, je vais annoncer 224, 224. Et directement après, on va annoncer, donc on va faire le call timing. Et on va lancer le chrono. Alors pour lancer le chrono, ce n'est pas le bouton CHR qui est ici, c'est le bouton ET qui se trouve ici. Ça va permettre d'afficher la durée totale du vol, d'une part, et d'autre part, ça va aussi permettre de garder ce chrono-là libre, puisque les deux peuvent fonctionner simultanément, pour pouvoir chronométrer autre chose. On avance ensuite les manettes de gaz à 40%, on laisse les moteurs stabiliser et on appuie ensuite sur Toga en annonçant Set Takeoff Thrust. Les manettes de gaz, elles avancent pour afficher le nom de décollage et quand la poussée de décollage est affichée et toutes les indications sont normales, le PM, donc dans mon cas le commandant, va afficher Takeoff Thrust Set Indications Normal. Et comme c'est le capitaine, il va enlever ma main des manettes de gaz et mettre la sienne jusqu'à V1. On pousse ensuite sur le manche jusqu'à 80 nœuds, ça permet d'augmenter l'efficacité de la roulette de nez. À 80 nœuds, le commandant il va faire le call 80 knots et je vais répondre checked. Alors le call 80 knots il est très important car il a deux fonctions. La plupart des gens savent que c'est pour vérifier que les deux indicateurs de vitesse indiquent la même chose, mais c'est aussi un call pour vérifier si tout va bien chez l'autre pilote, tout simplement. Parce qu'en tant que PF, si vous êtes habitué à entendre 80 knots à 80 nœuds, le jour où vous n'allez rien entendre, vous allez vous retourner vers le PM pour voir ce qui se passe, quoi. Donc, est-ce que le mec est simplement distrait ou alors est-ce qu'il a fait un malaise? Et c'est la même chose si vous êtes PM, vous faites le call 80 knots, vous n'entendez pas checked, vous vous retournez vers le PF pour savoir ce qui se passe. Donc ça évite d'entrer trop longtemps dans le régime haute vitesse sans que les deux pilotes soient capables d'effectuer le décollage. Car les 80 knots, ça marque le passage du régime basse vitesse au régime haute vitesse. On arrive ensuite à V1, le commandant va faire le call V1 et enlever sa main des manettes de gaz. À VR, le commandant va coller Rotate. On tire sur le manche pour graduellement faire monter le nez. Il faut savoir que le taux de rotation idéal, c'est 2 degrés à 2 degrés et demi par seconde. Alors je te vois déjà arriver avec tes grands yeux derrière ton écran en te demandant pourquoi est-ce qu'il me parle de 2 degrés et demi par seconde. Eh bien, quand tu y réfléchis, tu dois passer de 0 degré à 15 degrés avec un taux de 2 degrés à 2 degrés et demi par seconde. Donc ça fait environ 7 degrés. Et quand tu y penses, 7 degrés, c'est quand même long. Donc c'est très important de prendre ton temps. Parce que une rotation qui est trop lente, ça va rallonger inutilement ta distance de décollage. Et c'est la dernière chose que tu as envie de faire le jour où tu as une piste courte, par exemple. Et tu n'as pas non plus envie de faire une rotation trop rapide, car tu augmentes le risque de faire taper la queue par terre, ce qu'on appelle un tail strike. Alors pour te donner un ordre de grandeur, quand tu décolles volet 5,
ta marge par rapport au sol, donc la distance entre la queue de l'avion et le sol, c'est 51 cm. Donc si tu prends 51 cm sur un mètre et que tu l'appliques à la taille que fait le 737, tu te rends compte que c'est franchement pas grand-chose. Et si tu décolles volet 1, tu n'as plus 51 cm, mais tu n'as plus que 33 cm, ce qui est plus ou moins de la taille de ta règle que tu avais à l'école. Donc tu effectues ta rotation, les roues quittent le sol, le PM va faire un call positive rate et le PF va répondre gear up. Tu places ensuite le train sur rentrée, étant donné que normalement c'est le PM qui le fait, mais comme tu voles tout seul, c'est toi qui vas le faire. À 400 pieds, tu vas confirmer LNAV et donc le PF va faire le call LNAV et le PM va répondre par la même chose, LNAV. Donc ça va donner LNAV, LNAV. À 1000 pieds, tu engages le pilote automatique. Alors, est-ce que tu es obligé de le faire à 1000 pieds? Non, tu peux l'engager plus haut. Ça dépend de si tu aimes voler manuellement ou pas. Maintenant, ce que je peux te recommander, en tout cas sur Ivao, c'est un peu la même chose qu'en vrai. Si tu décolles dans un espace aérien qui est très occupé, où tu vois qu'il y a beaucoup de monde, c'est le boxon, je te conseille de mettre le pilote automatique à 1000 pieds. Ça va te permettre de garder un maximum de ressources pour pouvoir faire d'autres choses, parce que certainement que le contrôle ne va pas te garder sur ta cible, il va peut-être te donner d'autres caps, te garder à certaines altitudes, etc. Donc pour t'enlever de la charge de travail, je te conseille de mettre le pilote auto. Maintenant, tu décolles dans un espace où il y a quasi personne, ou alors si c'est pas contrôlé du tout, là par contre, tu peux te faire plaisir. Voilà tout. À 1500 pieds, tu vérifies bien que la réduction entre N1, pardon, que la réduction s'opère avec N1 sur le FEMA et CLB1 ou CLB2 sur le Thrust Mode Display. Et à 3000 pieds, alors si tu es déjà autorisé à monter un niveau de vol à 3000 pieds, tu peux directement mettre ton calage standard. Donc appuyer sur le bouton standard. Et le call, ça donnerait set standard, standard set, passing par exemple flight level 32, climbing flight level 70. Ensuite, tu fais le call bug up. Donc c'est là que tu vas accélérer. Donc tu calls bug up, le PM va répondre bug up. Tu tournes le sélecteur vitesse pour afficher, donc pour mettre ton pointeur sur le petit up vert. Donc si tu vois pas trop de quoi je parle, t'inquiète pas, ça va être vachement plus clair pendant la démo. L'avion va baisser le nez en maintenant la poussée de montée, il va accélérer. Quand tu passes le petit bug blanc V2 plus 20, qui correspond en fait à V2 plus 20, tu mets flaps 1. Et quand tu passes le petit 1 vert, tu mets flaps up. Encore une fois, ce sera plus clair pendant la démo. Une fois que tous les volets sont rentrés, alors un truc qui est bon à savoir, pour le call, quand on rentre les volets, le PF va dire flaps 1, flaps up, et le PF fait flaps 1, flaps up, et le PM va répondre speed check en vérifiant la vitesse et dire flaps 1 et ensuite flaps up. Donc speed check flaps 1, speed check flaps up. Quand tous les volets sont rentrés et que la lumière leading edge transit est éteinte, le PM va faire le call flaps up no light. Et ensuite, à ce moment-là, tu peux appuyer sur VNAV et faire ton after takeoff checklist que je te montrerai un peu plus en détail pendant la démo. Donc voilà, ça c'était le départ NADP 1. Pour ce qui est du départ NADP 2, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Simplement, tu fais ton call bug up à 1000 pieds. Donc bug up, tu accélères, tu t'annonces flaps 1, le PM speed check flaps 1, flaps up, speed check flaps up. Tu gardes la vitesse correspondant au up vert sur ton échelle de vitesse jusqu'à 3000 pieds sol. Et ensuite, le PM va faire le call flaps up no light. Et là, tu peux mettre standard, toujours si tu es autorisé à un niveau de vol. Et ensuite, mettre VNAV et faire l'after takeoff checklist. Voilà tout pour les explications. Alors, on commence avec le NADP1. On lâche le frein de parc. Je mets le moteur. Alors, le commandant va me demander confirm we are clear for takeoff runway 22 at 1. Donc, est-ce que tu confirmes qu'on est bien autorisé au décollage pour la piste 22 à 1? Je vais dire confirm. Il va me dire left is clear. Je vais répondre approach is free. Il va me demander below the line. Je termine mon flow pour faire la checklist. Donc, je vais faire mon billet cabin crew seat for departure, mettre le transpondeur sur TRA, automanette sur arme, LNAV, mettre mes feux de nav sur strobe and steady, et le capitaine généralement met landing lights sur on et le de son côté.
Ensuite, on termine la before takeoff checklist. MCP est set, transponder TRA. Je fais mon virage en même temps. Strobe lights on, landing lights on, before takeoff checklist. Donc, j'aligne l'avion. 224, 224. J'avance mes manettes à 40%. J'appuie sur timing. Stabilized, j'appuie sur Toga, set takeoff thrust. J'appuie sur mon yoke jusqu'à 80 nœuds. On a bien les 85.5 qui s'affichent. Takeoff thrust set, indications normal. 80 knots checked. V1. Rotate. V2. Positive ANP hop. En général, là aussi, on rentre les feux d'atterrissage et de piste. LNAV, LNAV. Command B. Donc à 1500 pieds, on va bien voir N1 s'afficher là avec Flamme 2 sur le First Mode Display. On va dire qu'on est éclairé un peu plus haut, hein. Donc par exemple FL100. J'ai des restrictions ici, donc pour éviter quand je vais mettre VNAV que l'avion level aux restrictions là, qui sont aussi dans la page legs, hein, 4000, etc. J'appuie sur Alt Intervention autant de fois que je veux pour enlever toutes les restrictions. Et quand je vois que le champ ici est vide, toutes les restrictions sont effacées. Donc c'est uniquement les restrictions d'altitude. Voilà, on arrive à 3350, on est éclairé à un niveau de vol, donc je vais dire set standard. Standard set, passing flight level 38, climbing flight level 100. On est au-dessus, je vais pouvoir coller bug up, bug up. On arrive dans les nuages, j'ai plus 9 de plate, je vais mettre l'anti axe maintenant. Accélération est au-dessus du bug V de plus 20, donc c'est ce bug blanc là, je vais coller flaps 1. Le PM répond speed check flaps 1. Et au-dessus du petit 1 vert, on va pouvoir passer l'évolution up. Voilà, flaps up, speed check, flaps up. Flaps up, no light, V9. Et on va faire ce qu'on appelle l'after takeoff checklist. Donc le PF call after takeoff checklist et le PM va faire un petit flow avant de faire la checklist. Donc le train sur off, les auto-breaks sur off. Engine start switches, on a l'anti-ice, donc on va les laisser sur run pour le moment. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le L inversé. C'est-à-dire qu'on va vérifier le panneau de pressurisation et d'air conditionné en faisant un L inversé comme ça. Donc on va lire on va dire à haute voix ce qu'on lit sur le au niveau de la pression différentielle sur cette loge-là, donc 2.2, et ensuite on vérifie bien tout, 7, et ensuite on fait l'after takeoff checklist. Donc after takeoff checklist, aircon and press 2.2, 7, engine start switches, alors on est hors des nuages donc je peux mettre sur off, off, landing gear up and off, auto brake off, flaps up, no light, altimeters, donc le PM call altimeters, et encore une fois on va cross-checker les altimètres, donc le PF va répondre, donc je vais répondre, standard set, passing flight level 80, climbing flight level 100, after takeoff checklist.
Donc là maintenant, admettons que vous êtes clairé au niveau 200, l'after takeoff checklist est terminée, donc on peut relâcher, si je peux dire ça, les cabines pro. Donc on appuie sur Button, il y a le double loading en cabine qui peuvent se lever de leur siège. Et comme on est clairé au-dessus du level 150, donc admettons le 200, on va pouvoir dire ce qu'on a fait, ce qui a été dit initialement, c'est-à-dire d'aller dans la page N limite et manuellement virer le climb 2. Donc j'appuie sur Delete, Delete apparaît dans le Scratchpad, et j'appuie à côté de climb 2, et on voit ici que j'ai climb qui s'affiche sur le First Mode Display avec un N1 qui augmente vers la poussée de la montée. Et voilà tout pour le départ NADP1. Alors on passe ensuite au décollage NADP2, donc tout est exactement pareil. On est autorisé au décollage. Donc, avant de s'avancer, le commandant me demande Confirm clear for takeoff runway 22 at 01. Je réponds Confirm. Il va me dire Left is clear. Je réponds Approach is free. Il me dit Below the line. Je fais mon pied. Cabin crew please sit for departure. Je mets mon transpondeur sur TRA. Automanette sur arme. On arme le nav. Les feux de nav sur strobe and steady. Le capitaine met les landing lights et le weather de son côté. Ensuite, on finit la before takeoff checklist. MCP set, transponder TRA, strobe lights on, landing lights on, before takeoff checklist. Donc ici tout est exactement identique. Donc le départ NADP2 c'est ce qu'on ferait à Stansted normalement. On ne ferait pas de NADP1, c'était juste pour la démonstration. Donc j'avance l'avion, j'aligne l'avion sur la piste, je peux déjà mettre mes moteurs 40%. J'ai 224, timing, stabilized, set takeoff thrust. Donc là c'est pareil, je pousse sur le yoke jusqu'à 80 nœuds, takeoff thrust set indications normal, 80 knots checked, je relâche la pression sur le yoke. Voilà, on tire. Positive rail, gear up. Je rentre l'atterrissage taxi, LNAV, LNAV. Command B, log up. Flaps 1, speed check, flaps 1. On voit bien N1 qui s'affiche avec CAP2. Flaps up, speed check, flaps up. On va dire qu'entre temps on est éclairé niveau 100, pareil. Donc pour bien m'assurer que je monte au niveau 100 une fois que j'ai engagé LNAV, je vire mes restrictions en utilisant Altitude Intervent. Voilà, j'ai plus de restrictions. Alors oui, je tourne toujours le cap pour l'aligner avec le cap que va prendre LNAV. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. On arrive à 3350, on est éclairé à un niveau de vol, donc je vais dire set standard, standard set, passing flight level 39, climbing flight level 100. Ensuite VNAV et pareil, on fait la takeoff check. Donc on voit bien les 220 nœuds ici qui sont rentrés là pour que le pilote auto fasse bien le virage. Et voilà, after takeoff checklist, le train sur off, on est dans les nuages, la température est de +9, donc je mets l'empty ice. Pressurisation 1.9, set, donc after takeoff checklist, requirement pressed 1.9 set, engine start switches, donc il reste sur continuous pour le moment.
Landing gear, up and off, auto brake, off, flaps up and right, altimeters, donc on confirme, standard set, passing flight level 59, climbing flight level 100. After takeoff checklist complete. Toujours dans les nuages et on peut relâcher donc le personnel moteur. Et c'est pareil, dès que vous allez être clairé au-dessus du FL 150, là, on se trompe de sens, par exemple 200, pareil, page no limite, je laisse message, cell climb 2, j'appuie sur delete, j'enlève, et je vois que le moteur accélère sur la poussée CLP et que mon taux de montée augmente. Et voilà, c'est tout pour le départ NADP2. Et c'est aussi tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as appris pas mal de choses qui pourraient te permettre donc, de les réutiliser dans tes vols de tous les jours. Moi, encore une fois, ça m'a fait plaisir de te montrer donc ces deux départs avec les explications qu'on suivi. Ça m'a pris un temps fou, mais je pense que ça vaut le coup parce qu'au final, je prends plaisir à faire mes vidéos et j'espère que ça se ressent. En tout cas, comme d'habitude, n'hésite pas à me dire, donc à me faire part pardon, de tes questions dans les commentaires, hein, si tu en as. Suggestions de futures vidéos non plus, ça c'est pareil, n'hésite pas. Et voilà, si tu as vraiment aimé, tu connais la chanson, tu peux partager, liker, t'abonner, euh, tu sais faire. Voilà tout, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, euh, juste avant de te quitter, au niveau des prochaines vidéos, je voulais te dire que donc la prochaine, ça sera sûrement une vidéo consacrée, donc une petite partie pour la montée, et ensuite pour la croisière, où je vais expliquer donc ce qu'on fait en croisière et comment est-ce qu'on prépare une arrivée. Et ensuite, les vidéos qui vont suivre, ce sera une vidéo dédiée à la descente uniquement. Je pense que ce sera de loin la vidéo la plus intéressante. Après celle-ci, il y aura une vidéo donc approche et atterrissage où j'expliquerai. Donc elle sera intéressante aussi celle-là. Je donnerai pas mal de conseils pour faire de bons atterrissages. Et j'imagine que dans celle-ci, j'inclurai aussi la procédure shutdown. Enfin, je verrai comment je vais faire. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci d'être resté jusqu'au bout comme d'habitude et je te dis à la prochaine. Allez, salut!